Bonjour à tous, c'est Nico avec les cheveux beaucoup trop longs dans le salon. Et oui, nous sommes toujours confinés, c'est mon nouveau bureau. Soyez les bienvenus dans le journal de l'alternant, épisode 7. Jingle. Alors il s'est passé un long moment avant que je m'adresse à vous, donc on va commencer par faire un petit récapitulatif de tout ce qui s'est passé depuis. Alors, où est-ce que j'en suis? Eh bien c'est simple, j'ai validé les projets 1, 2, 3 et 4 et j'ai attaqué le projet 5 récemment. Concrètement, j'ai fait à peu près la moitié de la formation. Étant donné que tout ceci a été fait sur une période d'environ 2 mois, vous vous doutez bien que j'ai pas chômé. Du coup, étant donné que la semaine dernière c'était la semaine de mon anniversaire, j'ai donc décidé de prendre une semaine de pause. Je viens donc de rentrer de congé et j'attaque avec mon P5 et plusieurs autres projets pour Atlas. Alors, la plateforme Digital Campus se porte comme un charme et elle est actuellement en cours d'implémentation avec d'autres cours. D'un autre côté, sur mon emploi du temps personnel, j'ai beaucoup de cours à assumer, notamment des cours de bureautique et des cours d'informatique générale, voire des cours de LinkedIn par exemple. Retour de vacances donc certes, mais très chargé. Retour de vacances chargé donc, mais aussi actualité pédagogique très chargée parce qu'en ce moment, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a énormément de débats encore sur le numérique à l'école et l'enseignement à distance. Alors ici, je ne vais pas refaire tout le débat, parce qu'il y a des gens beaucoup mieux placés que moi qui l'ont fait. Simplement, je vais reprendre quelques points. En enseignement, l'amélioration continue, ça existe. Donc il faut savoir, il faut être en mesure d'accepter les changements et d'être capable de conduire une sorte de réflexion sur sa façon d'enseigner et sur sa façon de réinventer son enseignement. En l'occurrence, un ingénieur pédagogique, il est un petit peu là pour ça. Si on lit l'article qui a été publié dans Le Monde sur le sujet des ingénieurs pédagogiques, on voit une chose, l'ingénieur pédagogique, c'est l'homme de la plateforme, l'homme ou la femme de la plateforme numérique. Oui, mais non. Le rôle d'un ingénieur pédagogique, ça ne se limite pas à mettre en place des plateformes de type LMS ou LCMS. Vous vous doutez bien que si c'était que ça, pourquoi est-ce qu'on aurait des ingénieurs pédagogiques et pas simplement des spécialistes en informatique sur ce genre de plateforme? Non, le rôle d'un ingénieur pédagogique, il est beaucoup plus vaste que ça. Et du coup, on a un peu tendance à oublier cette deuxième facette, cette deuxième façon de travailler de l'ingénieur pédagogique qui est purement l'ingénierie pédagogique au premier sens du terme. On ne va pas re-rentrer dans le débat pédagogie versus andragogie. Pour moi, il n'y a pas vraiment de grande différence entre les deux. Et les chats veulent participer au débat, c'est donc il y a de quoi dire. Mais en l'occurrence, on ne va pas encore revenir sur ce débat. On va parler de la pédagogie comme de l'art d'apprendre quelque chose à quelqu'un. Donc, l'ingénieur pédagogique, son rôle, c'est de réévaluer et d'appréhender les nouvelles méthodes de pédagogie, voire à créer des nouvelles méthodes d'apprentissage. Du coup, le rôle de l'ingénieur pédagogique, c'est pas simplement d'être un expert en technologie de l'éducation, qu'on appelle les TICE. Non, le rôle de l'ingénieur pédagogique, c'est d'être un expert de la pédagogie en soi. Pour moi, le rôle de l'ingénieur pédagogique, il relève plus des sciences de l'éducation que des technologies de l'éducation. Même si, et on ne va pas se le cacher, la technologie, elle prend une très grande part dans l'éducation aujourd'hui. Du coup, qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce qu'on doit en dire? Vous avez écouté beaucoup de discours, et si comme moi vous faites une veille pédagogique, en l'occurrence, on entend de tout. On entend des personnes qui ne jurent que par l'enseignement en présence et le lien social qu'il crée, et elles ont raison. On voit aussi des ayatollahs du numérique qui disent qu'aujourd'hui l'enseignement en présence est un petit peu dépassé par les événements et que les nouvelles méthodes nous permettent des choses plus éducatives et plus ludiques, et ils ont aussi raison. Du coup, qui a tort? Eh bien c'est simple, les deux ont raison et les deux ont tort. Il n'y a pas de méthode parfaite. Et même l'hybridation en soi n'est pas une méthode parfaite, c'est la meilleure méthode qu'on puisse retenir aujourd'hui. Certes, les personnes ont besoin d'un lien social, mais on ne va pas se le cacher, les enseignements très théoriques pourraient être dispensés sous forme de capsules, comme on dit. C'est le mot canadien pour podcast. En fait, c'est le mot français pour podcast. Donc un enseignement sous forme de capsule, des théories sous forme de vidéos du même type que celles qu'on pourrait trouver sur YouTube, avec des illustrations, avec des schémas, avec des animations, ce serait quand même très très efficace. D'un autre côté, on ne remplacera pas la partie pratique. Donc cette partie pratique à faire en présence avec un professeur qui va nous donner des TP, et bien cette partie-là, elle va être à faire uniquement en présentiel. On ne fait pas un TP sur son PC. Certains TP peuvent être faits sur les PC, certes, mais ce n'est pas le but de la manœuvre. Il faut aussi être capable de découvrir et d'appréhender les choses avec ses mains, avec son regard. Donc du coup, on n'a pas vraiment de méthode parfaite.
Il faut être capable de faire un peu de tout et surtout être capable de se remettre en question. Par exemple, un professeur qui a l'habitude d'enseigner en présentiel, faire du distanciel, ça va être très difficile pour lui. Pourquoi ? Parce qu'il va envisager la vidéo de son cours comme il envisage son cours. Or, faire une vidéo et faire un cours en présentiel, c'est pas du tout la même chose. Les rythmes ne sont pas les mêmes. On ne peut pas réagir à la façon dont les étudiants réagissent eux-mêmes au cours. Du coup, il faut être capable d'anticiper, il faut être ludique, il faut être interactif. Bref, il faut être un youtubeur quasiment. Or, la plupart de nos professeurs de l'éducation nationale ne le sont pas, clairement. Donc c'est un petit peu délicat pour eux, comme pour l'ingénieur pédagogique, dont une partie du travail est de faire en sorte que ces professeurs, ces enseignants appréhendent cette différence et cette interactivité de la version numérique de l'enseignement. Alors du coup, en tant qu'ingénieur pédagogique, c'est quoi mon rôle dans tout ça ? Eh bien mon rôle, il est très simple. Mon rôle, il est de faire la passerelle. En tant qu'ingénieur pédagogique, on a dû, au cours de nos études, appréhender ces plateformes numériques. On a dû également appréhender l'enseignement en présentiel. On a dû gérer l'exploitation des enseignements par une équipe, le pilotage d'une équipe. Tout ça, ça fait partie de notre cursus. Une chose qu'on doit appréhender avant tout, c'est être capable de donner aux enseignants une nouvelle forme d'amélioration continue. On a vu énormément, surtout dans l'industrie, des nouvelles façons de manager émerger. On peut parler des méthodes Lean, des méthodes agiles, de tout ce qui est amélioration continue, empowerment. On entend énormément ce genre de choses. En l'occurrence, ce genre de choses serait tout à fait applicable à l'éducation. Un professeur qui se repose sur ses acquis et sur son cours qu'il a écrit il y a des années, voire peut-être plusieurs décennies pour certains, c'est pas un bon professeur. Il faut être capable de se remettre en question en permanence. Le rôle de l'ingénieur pédagogique, c'est surtout et avant tout de veiller à faire en sorte qu'il soit toujours au top de ce qui se fait en termes de pédagogie et en termes de technologie. Nous, on appréhende différemment ces technologies et on est tout à fait conscient que les professeurs peuvent avoir du mal avec ces mêmes technologies. Mais notre rôle ici est un rôle de facilitateur. Nous devons faire en sorte que les professeurs soient tout à fait capables de se servir de ces technologies et d'y voir les bons côtés. Il y a toujours des gens qui ne voudront pas s'en servir. Et on voit dans beaucoup de courriers, et principalement dans les courriers syndicaux, que certains font même un rejet en bloc de tout ce qui est équipement de type ENT. Les environnements numériques de travail, qu'on le veuille ou non, c'est l'avenir. C'est l'avenir de tout, c'est l'avenir du travail et c'est l'avenir de l'enseignement. Aujourd'hui, être capable de partager des images, des schémas, des vidéos à nos élèves de manière instantanée pour faire en sorte qu'ils puissent travailler chez eux dans un cadre qui a été conçu par leur professeur dans le respect du journal officiel, c'est quand même un plus, on ne va pas se le cacher. On peut parler de fracture numérique, mais honnêtement, citez-moi une personne qui n'a ni smartphone, ni tablette, ni ordinateur, ni connexion internet à la maison. Aujourd'hui, la fracture numérique, elle est beaucoup moins développée que ce qu'on pense. Avec un smartphone, on peut très bien faire tourner un LMS. La plupart des LMS, Moodle, Shamilo, Coursera, Udemy, ou même Open Classrooms, tous ont des plateformes numériques responsive, voire même des applications mobiles dédiées. Donc en l'occurrence, on n'a aucun problème de fracture numérique. Alors pour le coup, d'où vient le problème ? Le problème, il vient plus ou moins de la même chose que ce qu'on entend dire dans l'industrie, c'est-à-dire le numérique détruit des emplois. Oui, on ne va pas se le cacher. C'est une réalité, le numérique détruit des emplois. Mais le numérique crée aussi de nouveaux emplois qui remplacent ceux qu'il a détruits. Par exemple, on entend beaucoup parler du big data et du fait que beaucoup de jobs dans l'administration disparaissent au profit du big data. Certes, mais est-ce que vous savez combien de nouveaux métiers ont été créés par et pour le big data ? Par exemple, des rôles d'analyste BI, mais très spécifiques, des rôles d'ingénieur de données, de data miner, de data engineer. Tous ces rôles-là n'existaient pas avant. Et aujourd'hui, ce sont des rôles qui sont très répandus et très demandés, qui ne demandent pas une énorme connaissance en technologie, qui demandent simplement de la méthodologie et de la logique. Du coup, est-ce que le numérique dans l'éducation est en train de tuer l'éducation ? Non, il est en train de la faire muter vers une nouvelle forme d'éducation, une nouvelle forme d'apprentissage. Quand j'étais encore à l'école, on commençait à peine à intégrer l'informatique dans l'enseignement. Les enseignements en techno intégraient des circuits imprimés, intégraient des fois le fait de concevoir des circuits électroniques, comme par exemple de faire un dé électronique avec des petites ampoules à LED. Aujourd'hui, on est d'accord que les cours de techno, c'est pas du tout la même chose. On est aussi d'accord qu'à une époque où il était nécessaire pour une personne de mon âge d'enseigner la bureautique, aujourd'hui, les enfants naissent quasiment avec des tablettes dans les mains. On va donc pas leur apprendre à écrire ou à se servir de Word, parce que la plupart du temps, ils ont déjà appris tout seuls, et ce qu'ils peuvent apprendre
via des diplômes du type B2I ou C2I est amplement suffisant. Après, pour une utilisation professionnelle plus poussée, il est évident qu'ils vont avoir besoin de formations spécifiques, mais on en a tous besoin. En l'occurrence, le numérique dans l'enseignement, c'est quelque part une fatalité puisqu'on est obligé d'y arriver. Toutes les entreprises utilisent du numérique. Si on veut que nos enfants soient formés correctement, on va être obligé de les former au numérique et via le numérique. Un autre constat également, et un constat que je fais personnellement, c'est qu'aujourd'hui, une chose qui manque énormément, et en particulier dans l'enseignement supérieur, c'est la pédagogie. À mon sens, la meilleure méthode pour former les gens à réfléchir de leur côté et surtout à bien acquérir tout ce qu'on veut leur enseigner, c'est de leur apprendre à le retransmettre. Pour moi, on devrait avoir un enseignement obligatoire de la pédagogie dès les études post-bac. Je ne parle pas de faire un enseignement complet, je ne parle pas de faire un cursus universitaire ingénieur pédagogique. Non, aujourd'hui, ce dont je parle, c'est de faire en sorte que tout étudiant, quel que soit le niveau auquel il sort, que ce soit bac plus 2, plus 3, plus 5, ait à minima un enseignement en pédagogie, c'est-à-dire que n'importe quelle personne de l'enseignement supérieur ait des bases de pédagogie pour pouvoir enseigner. Honnêtement, une fois ma formation terminée, j'aimerais travailler là-dedans. J'aimerais travailler avec une université pour mettre en place un cursus de sciences de l'éducation obligatoire en tronc commun. Ça, c'est un petit peu mon rêve. Je pense que j'aurai du mal à atteindre cet objectif. Mais je baisse pas les bras. Comme d'habitude, je continue à travailler. En l'occurrence, là, je travaille sur mon projet 5. C'est de mettre en place une plateforme d'enseignement pour un domaine très spécifique qui est le travail temporaire. Donc, j'ai beaucoup de choses à voir, notamment les financements et les cadres professionnels du travail temporaire, de l'intérim qui sont très spécifiques et pas mal de documentation à faire. Le but étant de pondre, comme un chef de projet digital, un cahier des charges numériques. En l'occurrence, c'est un petit peu plus facile pour moi parce que j'ai travaillé dans l'informatique pendant des années et que ce genre de documents, de cahier des charges, de SNOP, de guide d'utilisation, etc., c'est des documents que j'ai eu à rédiger pendant quasiment toute ma carrière. Donc le projet 5 ne va pas trop me poser de problème. Par contre, pour le projet 6 où il va falloir créer un cursus avec un titre RNCP complet, là en l'occurrence, j'aurai un peu plus de travail. Mais on en reparlera plus tard. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, sortez masqués, faites attention pendant les fêtes. C'était Nico qui retourne au boulot. Ciao.